là. Merci beaucoup à Tout Jeune pour toute l'organisation et à la commune d'Entrelacs de nous accueillir et d'avoir tout mis en place pour que cette soirée ait lieu, cette soirée qui devait avoir lieu au mois de mars et qui a été reportée. Merci aussi à la troupe PDG Compagnie qui va illustrer et nous aider à explorer ce thème de la relation, particulièrement de la relation parent-enfant. Mais aussi, voilà, vous allez voir que les enfants étant des êtres humains comme les autres, on va parler de la relation de personne à personne. Peut-être vous avez envie de savoir avec qui vous allez passer la soirée, donc je vais juste me présenter en 2-3 mots. Je m'appelle Mani Badri, je suis formatrice en relations humaines et j'utilise principalement une approche qu'on appelle la communication non violente, on l'avait mis sur l'affiche, qui est une approche basée sur l'essence dans le fonctionnement de l'être humain, c'est le besoin. Donc c'est une approche qui nous aide à comprendre ce mécanisme-là et c'est ça qu'on va essayer de faire ce soir. Voilà, moi j'ai découvert ça il y a une vingtaine d'années et ça m'a aidé dans 3 domaines. D'abord dans un domaine professionnel, je travaillais dans un milieu international et je travaillais avec des gens de pays très très divers, libanais, anglais, allemands, enfin voilà. Et j'ai vu comment cette approche m'a permis dans des réunions de pouvoir vraiment entendre tout le monde et de faire travailler tout le monde ensemble, quelles que soient en fait les différences notamment culturelles. Et puis ensuite, j'ai continué en fait à m'intéresser à cette approche et je suis devenue belle-mère de 4 enfants. Je suis passée d'une posture de célibataire parisienne à belle-maman de 4 enfants adolescents en province. Donc vous imaginez le saut dans le vide. Et si j'avais pas eu la communication non violente, je pense que je serais repartie à Paris avec mes valises. Et aujourd'hui, je célèbre la belle relation que j'ai avec ces jeunes, qui sont des jeunes adultes, avec qui on a construit une très belle relation, au-delà de toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer. Et du coup, je transmets cette approche depuis une dizaine d'années au grand public, aux personnes qui sont intéressées pour se former à titre personnel, mais aussi dans pas mal de structures, dont des structures éducatives, mais aussi dans des institutions, des organisations. Tous les endroits où il y a besoin de relations, c'est-à-dire à peu près partout. Voilà. Et je propose qu'on se lance, parce que j'imagine que si vous êtes là ce soir, c'est que il y a des questions que vous vous posez ou que parfois ça vous arrive de buter un petit peu. Parce qu'en fait, il y a une chose qui est importante de se rappeler, c'est que la relation, ça s'apprend. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous sont parents. Ici ce soir, peut-être d'autres sont instituteurs ou éducateurs. Et en fait, on n'a pas tellement de cours de relation, même à l'école en fait. Il n'y a pas de temps de cours prévu sur comment on rentre en relation avec les autres. Être parent, il n'y a pas d'école de parents. Maintenant, ça commence à se développer. On entend l'expression parfois parce qu'il y a des collectifs qui se disent mais tiens, on devient parent et puis en fait on se débrouille comme on peut avec ce qu'on est, avec l'être humain qui est en face de nous, et c'est pas toujours facile. Et même en fait au niveau de la formation des enseignants, on apprend plein de choses d'une manière théorique au niveau de la pédagogie, mais il n'y a pas énormément de place qui est donnée à la relation. Et du coup, pour moi, ça a été déjà un premier pas de prendre conscience que la relation, ça s'apprend. Et ça s'apprend parce que c'est quelque chose qui est essentiel pour nous, parce qu'on est des êtres de relation. Mais voilà, il y a des fois où ça ne marche pas. Donc, dans les fois où ça ne marche pas, des fois on bloque et on se dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Alors que moi, je rêverais que ça se passe. Donc, non seulement la relation, ça s'apprend, mais en plus, ça fait partie de nos rêves, parce qu'on est des êtres de relation. Et je crois que j'ai envie de commencer en vous demandant un petit peu... on va vous demander de participer un peu ce soir. En fait, on n'est pas juste là avec les 2 acteurs pour tout vous expliquer. On a envie d'être dans quelque chose qui est assez interactif, parce qu'il y a des choses qu'on a envie de vous partager. Mais voilà, on a aussi des choses à apprendre de vous, on a à apprendre les uns des autres de nos expériences mutuelles, et c'est aussi un peu l'intention de ce soir. C'est de mettre ensemble nos expériences, de prendre du recul, avec de l'humour justement, en regardant ces scènes du quotidien. Peut-être que vous allez vous retrouver dans certaines scénettes et vous dire « Ah ouais, ça m'arrive des fois ». Mais l'idée, c'est vraiment de les regarder avec beaucoup de recul et de se dire « oui, ça nous arrive à tous ». Peut-être que ça vous aidera à vous sentir moins seul par rapport à ces moments-là. Et puis, ce sera l'occasion, en fait, en prenant du recul,
de commencer à voilà, découvrir quelques clés, notamment des clés que peuvent nous apporter la communication non violente. Donc partons sur ce rêve, en fait. En tant que parent ou en tant qu'éducateur, j'imagine qu'il y a des choses dont vous rêvez dans la relation. Si vous deviez mettre un mot, un ou deux mots, sur quelque chose qui vous paraît vraiment essentiel sur la relation d'éducateur ou de parent, qu'est-ce que vous diriez? Patience. Respect. Écoute. Amour. Confiance. La connexion. Mhm. La bienveillance. L'acceptation des différences. Mhm. Le dialogue, l'empathie. Le non-jugement. Mhm. Donc vous voyez, en fait, on porte tous ce rêve. Et quelque part, on porte ça en nous. Et je vais même vous inviter à un petit exercice de plus. Je vais vous proposer de vous relier à une situation où vous avez vécu une relation où il y avait ce mot que vous avez évoqué, où il y avait cette patience, où il y avait cette bienveillance, où il y avait cette acceptation, ou peut-être cette écoute, ou cette empathie, voilà, ou le mot que vous aviez trouvé pour votre rêve d'éducation. Prenez le temps juste d'essayer de vous rappeler une situation où vous l'avez au moins un peu vécue. Non, là, il ne se passe rien, mais si, en fait, il se passe des choses. J'espère que vous êtes en train de vous relier à une situation. Je vais vous proposer peut-être de vous tourner vers votre voisin ou votre voisine, juste pour échanger en deux mots. C'était quoi la situation? C'est quoi le mot qui est précieux pour moi? C'est quoi ce qui est précieux pour moi dans la relation? Et c'est quoi la situation où ça s'est passé? Juste, voilà, en 2 minutes. Merci, je vois que vous vivez des situations où ça se passe, parce que vous avez des choses à échanger. Et du coup, maintenant, j'ai juste envie de vous poser la question. Comment c'est pour vous de vous rappeler un moment où vous avez vécu une situation où ce qui est important pour vous dans la relation était là? Comment vous vous sentez quand vous vous rappelez ce moment-là et quand vous le partagez à quelqu'un? Donc de vous en rappeler, vous êtes contente en fait, ça vous amène voilà, un état agréable. Il y a d'autres partages? Qu'est-ce que ça fait de se rappeler à une situation où on a vécu vraiment ce qu'on aspire à vivre en tant que parent ou en tant qu'éducateur? Ça détend. Ça détend, ouais. C'est quelqu'un qui a dit autre chose mais j'ai pas entendu.
certaine fierté. Une certaine fierté aussi, ouais. On a l'impression de toucher à quelque chose d'un peu d'essentiel pour nous. Ouais, on a l'impression de toucher à quelque chose d'essentiel pour nous. Ouais, ça nous met en lien avec une forme d'harmonie aussi, d'harmonie avec soi et d'harmonie avec l'autre. Donc vous voyez, la bonne nouvelle, c'est un, vous avez des bonnes intentions, et deux, vous savez faire. Et une des premières clés que j'ai envie de vous partager ce soir, c'est se rappeler de prendre le temps de voir ce qui va bien et de voir les moments où ça marche. Parce que quand on se rappelle ces moments, ben, ça détend, on est fier, ça nourrit notre confiance qu'on est capable et qu'on peut faire ce qu'on a envie de faire, qu'on peut vivre ce qu'on a envie de vivre. Donc ça, c'est une clé qui est vraiment importante parce que on a été beaucoup éduqués à regarder qu'est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qu'il faut améliorer. On a un peu tendance à se pencher sur ce qui va mal. Mais prenons le temps de se rappeler, de nommer, de se réjouir des moments qui vont bien. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment une clé qui est précieuse parce que quand ça va bien et quand on prend le temps de voir que ça va bien, ça nous donne de l'énergie. Et ça nous donne de l'énergie, notamment pour les moments où ça va moins bien. Parce qu'évidemment, il y a des moments où ça va moins bien. Ça va moins bien ? Salut mon chéri, Salut. c'était bien le collège? Ouais. Je vais dans ma chambre, je vais jouer. Bah tu joues pas trop longtemps parce que on vient de manger. Ouais, c'est bon, je gère. C'est prêt? Ouais. Mon chéri, c'est prêt à table? Ouais, j'arrive, je finis. Tu vas pas me faire comme hier soir, on a mangé à 23h. Non mais là c'est une partie hyper importante et faut que j'enregistre et là c'est pas l'endroit pour enregistrer. Ouais. Mon chéri, à table. Ouais mais là tu me déconcentres là. J'arrive. Ouais. Faut venir manger. Ouais. T'as de l'énergie pour jouer? Ouais. Il faut que tu sois en forme physiquement pour jouer aux jeux vidéo. Ouais mais c'est bon. T'as entendu ce que je te dis? Je te Ouais. parle. Ton professeur te parle. Ouais, c'est bon. J'ai entendu, je suis pas sourd. Mais j'ai pas fini ma partie. Depuis que t'as ce nouveau jeu, on n'arrive plus à communiquer ensemble. Crac. Ouah. 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 Je vais te tuer. Tu n'es plus aux jeux vidéo là, c'est ton papa qui Je m'en fous. C'est ton papa. Je gère plus rien. Je t'en prie, papa. Non. Tu vas mourir. Ça vous parle? La préparation du dîner, le jeu vidéo, voilà, la manière d'essayer de rentrer en relation, on essaie de prendre soin, où on demande avec patience, et au bout d'un moment, où ça nous dépasse. Donc une des clés que j'ai envie de vous partager, qui est pour moi en fait la clé la plus précieuse que nous a apporté cette approche de la communication non violente, c'est de faire le lien entre nos actions et nos besoins. En fait, en tant que personne humaine, en tant qu'être vivant, on a des besoins. On va prendre un être vivant au hasard, une plante ou un arbre. De quoi a besoin un arbre pour vivre? De la terre, de la lumière, de l'eau. D'accord? Donc, il a besoin de certains éléments essentiels pour nourrir la vie. Ok? Si on prend un animal, un chien par exemple, de quoi il a besoin pour vivre? De nourriture, d'attention,
de soins, de ses congénères aussi, oui. D'exercice, oui, il a besoin de mouvement. Ok, et si on va jusqu'à un être humain, c'est un autre être vivant, de quoi ont besoin les êtres humains? D'amour. Moi, je crois que les animaux aussi, hein. Ouais, d'amour, de sécurité, d'attention, de bouger, ouais, de mouvement. De lien social. D'autres choses qui vous viennent? Bon, la liste, vous la connaissez, hein, on a besoin d'abri, de lumière, il y a tous les besoins physiologiques essentiels, mais il y a aussi tous les besoins au niveau de notre évolution, en fait, en tant qu'être humain. Hein, on a besoin d'apprentissage, on a besoin de réalisation de soi, et puis tous les besoins qui sont en lien avec la relation, tous les besoins qui se vivent dans la relation. D'accord? Donc ça, c'est pas propre à la communication non violente, hein, un certain nombre de sociologues et psychologues l'avaient étudié et l'avaient vu avant. Le lien particulier que nous amène la communication non violente, c'est de nous aider à comprendre que tout ce qu'on fait en tant qu'être humain, c'est pour nourrir un besoin. Alors on va reprendre l'exemple de la plante. La plante, quand elle a besoin d'eau et qu'on est dans une période où il pleut moins, qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse ses racines aller plus loin pour aller chercher l'eau plus loin. Si on la laisse dans un coin de la pièce où il n'y a pas beaucoup de lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se penche vers la lumière. Vous voyez, même au niveau des plantes, tous les systèmes vivants font des actions pour rester vivants. C'est pas plus compliqué que ça. Et en tant qu'être humain, on n'échappe pas à la règle. On est un système vivant. Et donc, tout ce qu'on fait en tant qu'être humain, c'est juste pour rester vivant. Le bébé, quand il naît, on ne lui a pas donné la notice, on ne lui a pas dit « Quand tu auras faim, tu gazouilles un peu, et puis si personne vient, tu pleures un peu plus fort. » Non, il y a le système qui se met en route tout seul en fait. C'est d'abord un système vivant, un petit bébé, et il a besoin de soins, il a besoin d'attention, il a besoin d'alimentation. Il se manifeste, il gigote, il bouge, il pleure, il sourit. Et tout ça, c'est des mécanismes qui sont naturels en fait. Ok ? Alors, pour ces choses-là, ça vous paraît très naturel. Bah oui, c'est évident. Mais tout ce que vous faites, chaque action que vous faites, c'est la même chose. Et ça, c'est une clé essentielle. Donc, par exemple, si on prend la scénette de notre jeune là, qui était avec son nouveau jeu vidéo, quand il est sur son jeu vidéo, il nourrit un besoin. À votre avis, qu'est-ce que ça lui apporte de jouer avec son jeu vidéo? Du bien-être, ok? De l'évasion, ouais, ça lui permet de s'échapper de la réalité. Contrôle. Du contrôle, alors le contrôle, c'est pas vraiment un besoin. Qu'est-ce que vous voulez dire derrière le contrôle là? Ouais. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort parce que je n'entends pas? Honnêtement, je sais pas, mais dans mon cas, qui ai beaucoup joué, c'est satisfaisant de contrôler au moins quelque chose. D'accord. Et quand vous contrôlez justement au moins une chose, est-ce que c'est quelque chose de l'ordre, ça vous donne de la confiance dans vos capacités? Honnêtement, je sais pas. Vous savez pas dire. Ok? Est-ce que quelqu'un a une idée? Alors, ouais, il y a probablement besoin de stimulation. Ça fait monter l'adrénaline et on a besoin de stimulation. En fait, on a besoin d'être stimulé, de jouer, de faire une partie. On a un adversaire, j'imagine. Moi, je ne joue pas aux jeux vidéo, donc je ne sais pas trop. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être aussi, je vais explorer avec vous, que quand je suis dans mon jeu, je suis dans un monde où je suis avec moi-même. Et que ça nourrit en fait une manière d'être en lien avec moi-même. Où je suis plus avec les petits camarades, je ne dois plus répondre aux demandes de l'école. Et je ne suis pas encore prêt en fait à rentrer dans la relation, à la table familiale. C'est une manière d'être en lien avec moi. À travers, voilà, cet écran. Ça pourrait être ça. Et ça va être différent pour chacun. Hein, c'est intéressant d'explorer ça. J'ai une amie et collègue dont le fils passait des heures et des nuits sur les jeux vidéo. Donc elle a vraiment pris le temps d'explorer avec lui en disant « Mais moi j'aimerais vraiment comprendre. Qu'est-ce qui fait que c'est si important pour toi ?» Et en fait il lui a dit « Mais tu sais maman, les jeux que je joue en ligne, c'est les seuls endroits où je peux aller aussi vite que j'ai envie. Parce qu'à l'école, il faut toujours que je me ralentisse.
parce que je réponds trop vite aux questions, parce que j'ai fini les exercices avant les autres. Au moins, quand je joue aux jeux vidéo, je vais à mon rythme et j'ai pas besoin de me ralentir. Ça a été une clé importante pour elle, en fait, de comprendre ça, et ça lui a permis de comprendre ce qui se passait pour son fils. C'était un espace où il pouvait suivre son propre rythme. Et le respect de notre rythme, c'est un besoin humain. Donc voilà un exemple du lien entre voilà, une action et un besoin. Et si on se penche sur le cas du papa qui prépare à dîner, qui met le couvert, qui va chercher son fils une fois, 2 fois, 3 fois, c'est quoi son besoin quand il prépare le dîner? Alors, de passer un moment convivial. Il y a eu quelque chose au fond, mais j'ai pas entendu. Oui, alors il peut y avoir un besoin de reconnaissance. Je fais des choses pour toi et j'aimerais la reconnaissance pour le fait que je prends du temps pour toi ou pour la famille. Il y a aussi simplement le besoin de prendre soin. En fait, je prépare à manger parce que j'ai envie de prendre soin. C'est aussi une manière d'honorer, en fait, mon engagement en tant que parent. Il y a tout ça qui se joue derrière, mais on n'en est pas forcément conscient quand on est en train de mettre une tarte dans le four. On n'est pas en train de se dire « Ah oui, là, je suis en train d'honorer ma tâche de parent. » Mais c'est important, de temps en temps, de se le rappeler. Pour se rappeler, c'est quoi mon intention quand je fais ce que je fais? Parce que si je le fais juste pour la reconnaissance, par exemple, quand l'enfant ou les enfants mettent 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure à venir à table, au bout d'un moment, j'ai tellement besoin de reconnaissance et mon besoin de reconnaissance, il est tellement en souffrance que j'oublie mon intention première. Je le fais aussi pour moi, je le fais parce que j'aspire en tant que parent à prendre soin. Et du coup, j'en veux à l'autre quand il ne fait pas ce que j'aimerais qu'il fasse. Donc ça, c'est une des conséquences, en fait, quand on n'est pas suffisamment en lien avec nos intentions, et derrière nos intentions, il y a des besoins. C'est qu'au bout d'un moment, en fait, on en veut à l'autre, parce qu'on aimerait que l'autre, il fasse comme on veut. D'accord? Donc ça, c'est une autre clé, en fait, derrière cette idée que, voilà, derrière toute action, il y a un besoin, et ça, déjà, c'est une paire de lunettes, j'appelle ça la paire de lunettes action-besoin. Quand on enfile cette paire de lunettes, on ne voit plus les autres autour de nous de la même manière et on ne se regarde plus soi-même de la même manière. On remet du sens sur ce qu'on est en train de faire, sur ce qu'on est en train de vivre. On retrouve un peu de recul pour essayer de rencontrer l'autre avec du sens. Derrière ce qu'il est en train de faire qui peut-être ne nous plaît pas, il y a quelque chose qui cherche la vie. Il y a la vie qui s'exprime. Alors ça ne veut pas dire qu'on est d'accord et qu'on doit être d'accord avec ce qu'il fait. On va vraiment dissocier l'action du besoin, mais en tout cas, si je comprends le besoin derrière l'action que fait l'autre, ça me permet de rentrer en lien avec lui. D'accord? Parce qu'une des caractéristiques de ces besoins, c'est qu'ils sont universels. Si vous parlez de sens, d'amour, de relation, de réalisation de soi, ça parle à tout le monde. D'accord? Ça, c'est vraiment une des caractéristiques essentielles des besoins. Ils sont universels. Et c'est pour ça qu'on peut se rencontrer sur cette base-là. Par contre, on ne choisit pas tous les mêmes actions pour nourrir nos besoins. Le jeune, pour nourrir son besoin peut-être d'intériorité, de lien avec lui-même, de stimulation, il va choisir le jeu vidéo. Et vous, en tant que parent éducateur, ce serait quoi votre moyen pour vous retrouver vous-même ou pour avoir de la stimulation? Vous avez une activité préférée qui vous aiderait à ça? Le jardinage, la peinture, le sport. Donc, vous voyez, on a tous des choix différents, on a des activités différentes, même s'il peut y avoir le même besoin derrière. Et en fait, d'apprendre à faire cette distinction entre les actions qu'on fait et les besoins qu'il y a derrière, ça nous aide en fait à ne pas mélanger les deux. Et ça nous aide à prendre du recul et à trouver un endroit où pouvoir se rencontrer avec l'autre. D'accord? Et on va pouvoir peut-être commencer à discuter sur la base de quelque chose qui nous est commun. Parce qu'on est être humain en face d'être humain. Et donc, oui, la stimulation, ça nous parle. Oui, le ressourcement, ça nous parle. Oui, le besoin de calme. Les jeunes aussi, ils ont besoin de calme. On n'a pas l'impression, mais c'est un besoin qui leur parle. Il y a des moments où ils ont besoin de calme. Quand ils ont envie de faire la grasse matinée, ils ont besoin de ressourcement, ils ont besoin de calme. Même si c'est le moment où nous, on est actifs dans la maison et on n'a pas forcément envie de faire attention à ne pas faire de bruit. D'accord?
chéri, j'ai bien compris que ton besoin c'était d'aller très très vite. J'ai un moyen pour toi d'aller très 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 vite, très 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 vite. Ouais. Tu peux mettre la table à la vitesse que tu veux, à fond. Ok. Merci. Jérémy, Pauline, Edgar. Oui, qu'est-ce qu'il y a, papa? Tais-toi, calme-toi. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Qui c'est qui a cassé la porte? Jérémy, Oui? c'est toi qui as cassé la porte? Non. Edgar, c'est toi qui as cassé la porte? Pauline, Quoi? c'est toi qui as cassé la Non porte? mais ça va pas là. Je pars faire les courses, je reviens, la porte est cassée, c'est pas le chat qui a cassé la porte. Ah, bah peut-être. C'est pas... C'est un chat ninja? Oui, c'est ça, bien sûr. Ouais, on l'a entraîné dans le jardin. C'est notre passion, on est passé du jeu vidéo à l'entraînement de chat de combat. Jérémy, Oui? tu dis qui a cassé la porte pour un Kinder Surprise. Ne craque pas. Si tu dis rien, je te prête mes jeux vidéo. Alors, si tu dis rien, eh ben, ma copine Cindy, elle te fait un bisou. Pauline, Ah, dis-moi qui a cassé la porte. bah, je suis pas de baltringue. Pauline, Quoi? si tu me dis qui a cassé la porte, Quoi? t'auras un iPhone 10. Ne craque pas. Ne craque pas parce que si tu craques, je craque. Je suis petit, je suis faible. Franchement, claque pas. Sinon, tu me fous dans la merde. Edgar, Quoi? si tu dis qui a cassé la porte, Pas moyen. je te donne de l'argent pour t'acheter de la monnaie virtuelle sur ton jeu préféré. Oh, il y a la réunion. Je pense qu'on peut balancer le petit. Ne frappera pas. Ouais, c'est bon. Ok. Quoi? Oh! C'est quoi, mais c'est pas moi? Bah ça suffit, j'en ai marre maintenant, vous êtes tous punis. Allez hop, Jérémy, t'auras pas de Kinder Surprise pendant 10 ans. Oh non! Pauline, donne-moi ton Samsung. Je suis en train de mourir. Edgar, Quoi? passe-moi ton ordinateur portable. Non. Si. Non, plutôt creux. Oh, Il m'a émasculé. merci. Merci beaucoup pour ces illustrations. Alors, si on revient sur la première petite scène, on a là un exemple de parents qui sont très très créatifs, qui ont compris le besoin de leur enfant et qui essayent de trouver une stratégie différente pour nourrir le même besoin. Bon, c'était d'une manière ludique, mais ça nous donne une piste en fait. J'ai beaucoup aimé cet exemple, merci pour votre créativité. Parce qu'en fait, l'idée c'est ça, c'est si je peux comprendre c'est quoi le besoin en fait derrière ce qui se passe. Alors ça marche pour la relation parent-enfant, mais ça marche pour la relation adulte-adulte. Hein. Les enfants ne sont jamais que juste des personnes humaines en face de nous, d'accord. À partir du moment où je peux être en lien avec le besoin de l'autre, je peux chercher avec lui, si je suis pas d'accord avec l'action qu'il fait, je peux chercher avec lui c'est quoi les autres actions, on parle de stratégie dans notre jargon de communication non violente, c'est quoi les autres actions qu'il peut faire
qui lui permettrait quand même de nourrir ce besoin. D'accord ? Hein ? Donc voilà, ça c'était un exemple un peu ludique. Mais je vous invite, si vous avez des enfants à la maison ou même avec les jeunes dans la classe, à partir d'un besoin, à leur proposer, mais qu'est-ce que vous auriez comme idée ? Ok, vous avez tel besoin, vous avez besoin de mouvement. Bah là, c'est pas l'heure de la récré. J'ai eu à une période l'occasion d'être avec des classes de 4e, 3e pour la session de l'après-midi entre à peu près 15h30 et 17h. Donc, genre à la fin de la journée où ils en peuvent plus, ils ont juste envie de partir, de bouger. Et c'est un moment où vous avez besoin de mouvement. Donc, on cherchait ensemble, ok, qu'est-ce qu'on peut faire ? La récré est finie. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'espace qui nous est imparti qui vous permet d'avoir du mouvement ? Et donc, certains disaient, ok, on fait 2-3 mouvements. Voilà. D'autres disaient, non, en fait, c'est pas qu'on a besoin de mouvement, on a besoin de se reposer. Ok, est-ce qu'on prend 3 minutes où chacun, c'est en silence. S'il y en a qui veulent écouter un peu de musique sur leur téléphone, ils peuvent. S'il y en a qui veulent faire 2-3 mouvements, ils font 2-3 mouvements. Après, on se met au boulot. Est-ce qu'on est d'accord ? Mais du coup, prendre en compte leurs besoins en cherchant ensemble, c'est quoi les actions qui vont leur permettre de prendre soin un peu de ce besoin. D'accord ? Donc voilà, c'est pour illustrer quelques exemples à partir du moment où je comprends ce qui se passe chez l'autre, derrière l'action qu'il est en train de faire, c'est une clé extraordinaire pour rentrer en contact avec lui. D'accord ? Alors ça ne veut pas dire qu'en tant que parent, je dois accepter tout ce que l'enfant fait et que je dois systématiquement prendre soin de ses besoins parce qu'il a besoin de stimulation. Il faut vite que je trouve quelque chose qui va le stimuler. Non. Une chose qui est précieuse à se rappeler, c'est que les besoins, ils ont d'abord besoin d'être entendus et d'être reconnus. C'est la première chose en fait. Ils n'ont pas forcément besoin d'être nourris à l'instant présent. On est tous capables de reporter. Et pour l'enfant, en fait, quand il grandit, c'est l'apprentissage de la frustration. Parce que dans la vie aussi, on vit ses frustrations. On a envie d'aller faire super belle rando à ski, et puis c'est le jour où il se met à neiger comme pas possible, et il y a des risques d'avalanche. La réalité ne nous encourage pas forcément à aller faire ce qu'on voulait faire. D'accord ? Donc pour nourrir notre besoin de mouvement, de nature et de dépassement de nous-mêmes, on va peut-être choisir autre chose. D'accord ? Et ça, c'est l'apprentissage de la vie. Donc, une des choses qui va nous aider dans la relation, c'est essayer, et puis dans le dialogue en fait, parce qu'on ne sait pas la place de l'autre non plus, mais essayer dans le dialogue de poser des mots sur qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça, qu'est-ce qui est important pour toi. Ça aide aussi le jeune ou l'enfant à se comprendre, à se connaître, et peut-être à commencer à mettre des mots sur ce qui vient à l'intérieur. Et tout ça, ça se passe dans la relation. Okay ? Et ça donne de l'attention, et ça donne de la reconnaissance. Alors vous allez me dire, ouais, mais on n'a pas toujours le temps. C'est bien joli, mais quand c'est l'heure de partir à l'école, et puis moi je vais au bureau après, et puis le petit dernier, il veut faire ses lacets tout seul, et puis il fait une crise parce qu'il veut faire ses lacets tout seul. Moi je fais comment ? Peut-être pas prendre 20 minutes pour écouter, c'est quoi son besoin, il a besoin d'autonomie parce qu'il voudrait grandir. Bah oui, il y a des moments où on a des impératifs, et à ce moment-là, ça va être important que nous, en tant qu'adultes, on ait de la clarté sur nos besoins. Parce que si moi je suis claire sur mes besoins, je vais pouvoir rentrer en dialogue avec l'enfant ou le jeune dont j'ai la charge sur la base de mon besoin et nommer, je ne fais pas ça contre toi, je fais ça parce qu'il y a tel et tel besoin. C'est important pour moi d'arriver à l'heure au boulot, c'est important qu'on respecte nos engagements vis-à-vis de l'école. Le respect des engagements, c'est un besoin. C'est un besoin humain important parce que ça nourrit la confiance dans la relation. D'accord ? Donc, ça va être aussi une manière de regarder comment moi, en tant qu'adulte, est-ce que je suis consciente des besoins que je nourris quand je fais ce que je fais. Donc, on peut s'entraîner à cette petite pratique au fur et à mesure qu'on essaye de la développer, peut-être avec les jeunes dont on s'occupe. Et en même temps, ça nous permet aussi de mettre de la clarté sur pourquoi je fais ce que je fais et pourquoi peut-être je n'accepte pas telle ou telle chose. Et donc là, ce que nous propose la communication non violente, c'est que quand je pose des limites, quand je n'accepte pas telle ou telle chose, je vais le faire sur la base d'un besoin plutôt que sur la base d'une règle qui n'a pas forcément de sens pour un jeune. Parce que les règles, finalement, c'est quoi ? Ce sont des stratégies, ce sont des règles communes, ce sont des choix communs qu'on a faits sur la base de besoins.
Si on prend la politesse, quelque chose qu'on partage en fait, qui est culturel, pourquoi on a des règles de politesse? C'est pour préserver le lien social, pour préserver l'harmonie, en fait, il y a un sens derrière. Donc l'idée, c'est de retrouver ce sens, et quand je pose une limite, ou quand je fais quelque chose qui n'est pas ce que voudrait l'enfant, je le pose sur la base de « c'est quoi le sens pour moi ?» Et c'est pas contre toi. Et donc ça, c'est une autre clé, en fait. Dans la relation, on va essayer de vivre les choses en lien avec qu'est-ce que ça nourrit, en quoi c'est en lien avec la vie, plutôt que je le fais ou je te prive parce que t'es pas sympa et parce que tu fais pas ce qu'il faut. D'accord? Ce sont des choses, des fois qu'on fait parce qu'on n'y arrive plus ou qu'on ne trouve plus de limite. Et donc pour revenir sur la deuxième scénette, une des stratégies qu'on a utilisées depuis un certain nombre de générations, c'est la punition et la récompense. Parce qu'on a bien compris en fait, quelque part, qu'il y avait ce mécanisme, si je promets quelque chose, ça va motiver l'enfant. Mais une question qui est intéressante à se poser quand on a envie justement d'échanger, d'avoir un dialogue ou que le jeune avec qui on est en relation fasse quelque chose ou change son comportement. Il y a deux questions qui sont intéressantes en fait. La première c'est qu'est-ce qu'on aimerait qu'il fasse différemment? D'accord? Peut-être qu'on aimerait qu'il fasse du jeu vidéo seulement pendant 20 minutes le soir et qu'après il vienne dîner. Ou voilà, peut-être qu'on aimerait qu'il prenne le temps de venir nous dire bonjour quand il rentre du lycée. Voilà, des choses simples. Qu'est-ce qu'on aimerait qu'il fasse? Mais l'autre question qui est très importante, parce que si on n'a que la première question, j'aimerais qu'il change son attitude, et si je le punis, ouais, ça marche à court terme. Ça fonctionne sur la peur ou la récompense, ça fonctionne sur l'envie en fait. Donc à court terme, c'est des stratégies qui peuvent marcher. Mais si on se pose une deuxième question, qui est qu'est-ce que j'aimerais que mon enfant ait comme motivation pour changer de comportement, pour faire ce que je lui demande de faire? Est-ce que j'ai envie qu'il le fasse par peur, par culpabilité? Alors c'est sûr que ça marche, c'est super efficace. Ou est-ce que j'ai envie qu'il le fasse parce qu'il voit le sens de ce que je lui demande? Et parce qu'en plus, peut-être s'il y a un besoin derrière, non seulement il voit le sens, mais ça lui donnera une occasion peut-être de contribuer. Et en fait, comme il est un être humain, comme tous les êtres humains, il a aussi envie de contribuer. Et quand il peut contribuer, il a de la fierté. Et il est content de ça. D'accord? Donc ces deux questions, elles sont intéressantes par rapport à comment on fonctionne avec les enfants. C'est-à-dire, et avec les ados, et comment on pose les règles? Est-ce qu'on les pose avec le sens qui est derrière et le besoin que ça nourrit, peut-être pour soi ou pour le collectif? Et puis quand on a envie qu'ils changent de comportement, quand on n'est pas d'accord avec leur manière de fonctionner, est-ce qu'on le fait avec une technique qui marche vite, qui est efficace à court terme, mais qui va peut-être avoir des conséquences à plus long terme? Donc soit que le jeune y perde sa motivation, soit qu'il réclame « Oui, mais tu m'avais dit que si je travaillais bien, j'aurais d'abord un iPhone, et puis après un iPad, et puis après une voiture, et puis pourquoi pas une Porsche ou une Ferrari. » D'accord? J'exagère un peu, mais il y a aussi ce mécanisme-là. Et du côté de la punition, j'ai juste envie de vous partager un épisode que j'ai entendu raconter dans une formation, où on évoquait en fait cette question de la punition, et il y a un participant qui dit oui, quand même, une bonne claque de temps en temps, ça leur fait comprendre quand même. Et il y a une maman qui a regardé le monsieur et qui lui a dit vous savez, moi je croyais ça aussi, et j'ai éduqué mes 3 garçons comme ça, et aujourd'hui ils font 3 têtes de plus que moi, et c'est eux qui me frappent. Donc ça c'est intéressant, moi ça m'a marqué quand j'ai entendu cette histoire et quand j'ai entendu ce témoignage, parce que c'est exactement l'illustration de qu'est-ce que vous aimeriez que vos enfants aient comme motivation pour changer d'attitude. Est-ce que vous avez envie qu'ils le fassent par peur? Et puis qu'est-ce que vous voyez qu'ils apprennent quand vous les motivez par la punition? Ils apprennent en fait que c'est celui qui a le pouvoir qui domine l'autre. Donc eux, quand ils vont avoir du pouvoir, ils vont reproduire. D'accord? Donc, tout ça donne à réfléchir, et j'ai trouvé très intéressant, en fait, ça illustre bien la dernière scénette qu'on a vue avec les 3 frères et sœurs. Ce qui se passe, en fait, c'est que les 3 frères et sœurs, ils ont déjà vécu ça, et entre eux, ils reproduisent ce système. C'est-à-dire, c'est, non, mais si jamais tu dis pas, si tu dis pas que c'est moi, moi, je te donnerai quelque chose. Donc, en fait, les enfants, ils apprennent par imprégnation. Donc, toutes les difficultés
difficultés qu'on voit à l'école aujourd'hui, etc., qu'est-ce qu'ils font? Ils reproduisent ce qu'ils voient autour d'eux, alors ce qu'ils voient dans les jeux vidéo, mais ce qu'ils voient aussi dans nos relations. Parce qu'en fait, on est en relation sans avoir appris, sans avoir de la conscience sur c'est quoi les besoins derrière les actions que je fais. Et en fait, ce qu'ils apprennent à l'école, c'est que c'est celui qui a le pouvoir qui décide. D'accord? On ne leur demande pas, tiens, pour votre besoin de mouvement, comment on s'organise? Alors, il y a certains instituts qui commencent à mettre ça en place, certains profs aussi. Moi, je suis toujours fascinée de voir la créativité des enseignants qui cherchent vraiment d'autres manières pour prendre en compte les besoins des jeunes, en fait. Donc, ils s'occupent pour être en relation avec eux. Mais si ce qu'ils voient, c'est tu ne devrais pas te comporter comme ça avec un plus petit que toi, en fait, ce qu'il reçoit, le gamin de 11 ou 12 ans, c'est celui qui est plus fort que lui, qui a le pouvoir et qui lui dit ce qu'il faut faire. Donc lui, à 12 ans, il a le pouvoir sur celui qu'on assiste. Donc il l'exerce, il reproduit. D'accord? Donc l'idée, c'est comment, en comprenant ça, on peut essayer plutôt de s'intéresser sur, ok, qu'est-ce que j'ai envie de vivre et comment je peux le mettre en place de manière à ce que ce qu'ils apprennent et ce qu'ils reçoivent, c'est ce que j'aimerais tellement qu'ils vivent et que eux après reproduisent quand ils seront des adultes. Est-ce que vous avez des questions ou des réactions? Parce que j'ai l'impression que j'ai donné pas mal d'éléments et pas mal de pistes. Et du coup, j'ai peut-être envie d'entendre si ça vous fait réagir. Oui? Moi, pour revenir sur la fenêtre avec les frères et sœurs, on peut aussi se dire que la recherche, oui, ils essaient de s'adapter les uns les autres, mais du coup, ça peut être un besoin de loyauté, de solidarité quand on est contre le parent. Et au final, là, le parent, c'est quand même très agaçant, le parent vient casser ça avec les intérêts individuels. Oui, c'est la scène écrite, c'est ça. Les enfants sont solidaires et les parents essaient de casser la scène. Donc c'est intéressant, merci pour votre retour. En fait, le retour, c'est que dans cette scène, finalement, les enfants, le besoin qu'ils nourrissent en se soutenant les uns les autres, c'est un besoin de solidarité, de loyauté les uns envers les autres. Et du coup, pour le parent en face, c'est compliqué. Donc c'est vraiment intéressant. Dans chaque scène, dans chaque situation de vie, quoi qu'on fasse, en fait, c'est qu'il y a un besoin derrière. Donc, à la fois, moi, je vois le besoin de loyauté et de solidarité, puis moi, je vois quelque chose de l'ordre d'un besoin de protection aussi. Parce qu'on n'a pas envie d'être puni, on ne sait pas quelle va être la punition, on ne sait pas comment va réagir le parent, et du coup, on préfère ne pas dire. Ça m'arrive dans certains groupes d'éducateurs ou quand j'accompagne les enseignants qui me disent « J'ai un enfant qui mange, je ne sais pas quoi faire avec, je ne comprends pas. » Et il ment, mais c'est horrible. Et donc, on cherche ensemble. Qu'est-ce qui fait que cet enfant ment? Mentir, c'est juste une stratégie. Et il y a probablement quelque chose derrière. Peut-être un enfant ment en racontant des choses parce qu'il a besoin d'estime de lui-même et que c'est une manière de se comparer aux autres et une manière de dire des choses qui ne sont pas sa réalité, mais c'est la réalité dont il rêve. Ça nourrit son estime de lui. Peut-être c'est une manière de nourrir l'appartenance. Il pense que ses petits camarades vont plus l'aimer s'il raconte ces choses-là. Ça peut être aussi un besoin de protection. Il a peur d'être puni. Et du coup, il raconte des choses dont il pense que l'adulte va être content. Et c'est une manière de garder le lien avec l'adulte, en fait. D'accord ? Et du coup, dès qu'il y a plusieurs protagonistes, chacun a des besoins donnés derrière l'action qu'il est en train de faire. Alors des fois, ça peut être un petit peu compliqué. Mais en même temps, ce serait intéressant aussi de se poser la question, ce parent qui rentre des courses et qui voit la porte cassée, comment il se sent? Peut-être excédé, peut-être désespéré, à se dire, oh là là, faut que je trouve quelqu'un, faut que je fasse réparer la séture, peut-être inquiet, combien ça va me coûter? D'accord? Et derrière chacun de ces sentiments, il y a des besoins. Un besoin de tranquillité, un besoin de sécurité financière, un besoin de sécurité tout simplement pour que la porte de la maison ferme. Donc, c'est intéressant en fait, si je viens vers les jeunes en disant, d'abord je comprends pas, j'aimerais vraiment comprendre ce qui s'est passé, est-ce qu'il y en a un qui peut m'expliquer? Et puis, si je peux poser, là je suis dépitée parce qu'il se passe aussi peut-être plein d'autres choses dans ma vie, et en plus je rentre des courses, la porte est cassée, et je suis juste, épuisée, et j'ai aussi besoin de soutien. Est-ce qu'on peut fonctionner ensemble, plutôt qu'en opposition les uns contre les autres?
Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Il faut sentir quand l'enfant il répond pas, il faut pas forcer, il faut attendre aussi le bon moment pour que lui soit prêt et puis pas prêt. Oui, merci. Donc, vous dites, après, il faut attendre et peut-être l'enfant, il n'est pas prêt et peut-être il n'a pas tout de suite envie de répondre, etc. Et merci pour cette remarque parce que ça, c'est une autre clé qui est importante, c'est prendre le temps de la relation. Et prendre le temps de la relation, c'est à la fois se rappeler que le respect du rythme de chacun, c'est un besoin. Et on n'a pas tous le même rythme. Donc, voilà, peut-être que le jeune ou l'enfant, à ce moment-là, il est peut-être plus en lien avec lui-même, il n'est pas prêt à rentrer dans la relation. Donc, voilà, c'est est-ce que je peux vivre avec la frustration de pour le moment, j'ai pas de réponse, et comment je fais avec ça? Mais ça me renvoie à quelque chose, moi, adulte, qui essaye de rentrer en lien avec le jeune. Chaque interaction qui se passe vient toucher quelque chose chez nous, et c'est intéressant de se poser la question, mais qu'est-ce que ça me fait? Donc nous, en tant qu'adultes, et ça c'est une autre clé importante, c'est que la clé, ça commence par soi. Qu'est-ce que ça me fait quand j'essaie de rentrer en dialogue avec mon fils, ma fille, et puis peut-être que j'essaye 3 fois, 4 fois et que ça ne marche pas? C'est important de prendre le temps de revenir vers soi et de regarder, mais qu'est-ce que ça me fait à moi? Parce que plus je vais pouvoir être claire sur ce que ça me fait à moi, plus je vais pouvoir rentrer en dialogue d'une manière claire avec l'autre. Et peut-être au lieu d'aller essayer de chercher ses besoins, aller dans ce qu'on appelle de l'expression authentique. Je rentre dans le dialogue en parlant de ce qui se passe pour moi. Ben voilà, ça fait 3 soirs cette semaine que j'essaye d'avoir un dialogue et je vois qu'à chaque fois, tu préfères aller jouer avec ton jeu vidéo ou tu choisis de faire autre chose ou de partir dans ta chambre. Et là, je suis démunie. Je ne sais plus quoi faire parce que j'aimerais vraiment qu'on puisse être en lien. J'aimerais vraiment qu'à un moment, on puisse avoir un dialogue. Donc, avoir conscience qu'on n'a pas tous le même rythme. Ça, c'est important. Aller dans la relation, ça peut être à travers l'écoute des besoins de l'autre, mais ça peut être aussi à partir de soi. Rentrer dans la relation à partir de voilà ce qui se passe pour moi. Cette clé des besoins, c'est pour se comprendre soi. Et plus je suis claire sur ce qui se passe pour moi, plus je vais pouvoir choisir mes actions en augmentant les chances que les actions que je choisis, elles vont nourrir mes besoins. Parce que vous voyez, ce lien entre les actions et les besoins, c'est que on fait beaucoup d'actions d'une manière complètement habituelle sans forcément réaliser le besoin qu'il y a derrière. Hein, on voyait tout à l'heure l'histoire de bah oui, je fais à manger tous les soirs pour mes enfants et il y a plein de besoins derrière. Mais plus je prends le temps de mettre de la conscience sur ok, mais quand je fais ça, en fait, c'est ça le besoin. Mais est-ce que cette action-là, c'est la meilleure action pour nourrir ce besoin? Est-ce que d'hurler sur les enfants, maintenant ça suffit, j'ai besoin de calme, est-ce que c'est le meilleur moyen de nourrir le calme? Est-ce que quand je dis ça, je nourris le calme? D'accord? Donc, plus je mets de la conscience sur les besoins qu'il y a derrière mes actions, plus je peux vérifier et plus je peux choisir en conscience qu'est-ce que je vais faire comme action qui va augmenter les chances que ce besoin-là soit nourri. D'accord? Donc, il y a déjà ce chemin que je peux faire de moi à moi, en fait. Et pour faire ce chemin, il y a 2 pistes. Je vous parle beaucoup de ce lien entre l'action et le besoin. C'est un peu mon dada. Il y a plein de choses dans la communication non violente, mais moi je vois qu'à partir du moment où on comprend qu'il y a ce lien entre les actions de quelqu'un et ses besoins, on peut comprendre tout le monde. On n'a pas besoin d'être d'accord avec, mais on peut se relier à toute personne dès qu'on met ces lunettes-là. On peut se relier à l'humanité de chacun. Et pour moi, c'est tellement précieux que c'est ce que je partage beaucoup. Donc nos actions sont une manière de nous relier à nos besoins. On a une autre porte d'entrée pour se relier à nos besoins, c'est nos sentiments. Parce que, à quoi ça sert d'avoir des sentiments? Vous avez une idée? Pourquoi on a des sentiments? Parce qu'on est humain. C'est notre thermomètre. Ouais, vous voulez en dire un peu plus? Je veux savoir si on est en colère, tout ça, du coup, ça nous positionne sur la relation avec l'autre. Ouais, c'est un indicateur. Ouais, ça nous positionne sur la relation avec l'autre, vous nous dites. Donc oui, c'est ça, c'est un indicateur. Bon, j'entends aussi par là, bon, ça sert à rien, les sentiments, c'est juste un truc qui nous pollue la vie quand c'est désagréable. Bon, des fois, ils sont agréables, alors on les aime bien, on aimerait bien qu'il y en ait un peu plus. Mais pas que. En fait, effectivement, c'est un thermomètre, j'aime bien ce mot-là, c'est un indicateur. Les sentiments, une définition que j'avais vue que je trouvais intéressante, sont des programmes neurologiques qui requièrent des actions. Très belle définition.
Mais je trouve que ça parle bien en fait du mécanisme. Les sentiments, c'est un petit peu comme des voyants lumineux sur votre tableau de bord. Quand vous conduisez votre voiture, vous n'avez pas le nez dans le moteur pour voir si tout se passe bien dans le moteur à chaque instant. Par contre, vous avez un petit voyant qui clignote quand il n'y a plus d'huile. Vous avez un petit voyant qui clignote quand le système ABS de freinage ne fonctionne plus et qu'il y a danger. Vous avez un petit voyant qui clignote quand il n'y a plus d'essence. Les sentiments, c'est la même chose. C'est des petits voyants qui clignotent pour nous indiquer ce qui se passe dans notre moteur intérieur. Donc, une manière raccourcie de le dire, c'est de dire les sentiments sont les indicateurs de nos besoins. Et une manière assez simple de les utiliser, c'est que quand les sentiments sont agréables, c'est bon signe, c'est que les besoins sont nourris, c'est que la vie s'alimente à l'intérieur de nous et que tout va bien. Quand les besoins ne sont pas nourris, les sentiments sont désagréables. Donc, quand il y a un sentiment désagréable, l'idée, c'est de se relier en essayant d'écouter, ok, là je suis frustrée, ou je suis contrariée, ou je suis démunie. Allez chercher, mais de quoi ça me parle? Qu'est-ce qui se passe dans cette situation que j'aimerais tellement vivre et qui n'est pas là? Et c'est un besoin qui n'est pas nourri. Et en même temps, ce besoin, par exemple, je suis démunie parce que j'aimerais bien savoir lequel des 3 enfants, alors là je suis peut-être plutôt agacée et en colère, parce que j'aimerais bien savoir lequel des 3 enfants a cassé la porte. Mais en fait, derrière, il y a quoi comme besoin, à votre avis? Le parent qui aimerait tellement savoir qui a cassé la porte? La confiance. Hein? Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et la confiance, juste dans cette situation, elle n'est pas là. Mais la confiance, je sais ce que c'est. Parce que je l'ai déjà vécu et que j'aspire à la vivre encore et j'aspire à la construire avec mes enfants. Donc, en fait, quand je me relie à ce sens de confiance, déjà, je suis en train de me relier à quelque chose qui est déjà présent à l'intérieur de moi, même si ce n'est pas présent à l'extérieur dans la situation. Hein, c'est pour ça que je vous disais, les besoins, ils ont d'abord besoin d'être vus et reconnus. Et rien que le fait de se faire un petit peu ce retour à l'intérieur et de se dire, ok, là, en fait, j'aimerais de la confiance, ça apaise quelque chose à l'intérieur. C'est je m'écoute de moi à moi, même si mes enfants, ils ne peuvent pas m'écouter, ils ne peuvent pas m'accueillir parce que ils ont peur, parce qu'il se passe ce qui se passe pour eux. Moi, je peux m'écouter et m'accueillir. Et plus je développe cette capacité à nommer ça, plus je vais pouvoir rentrer dans la relation sur la base de ce que je vis, de ce que j'aimerais vivre. Et mettez-vous dans la peau d'un enfant qui vient de faire une bêtise. Imaginez, rappelez-vous peut-être une fois où vous avez fait une bêtise quand vous étiez plus jeune. Et imaginez que l'adulte vienne vers vous en disant, écoute, je vois qu'il s'est passé un truc, la porte est cassée, et moi j'aimerais vraiment qu'il y ait de la confiance entre nous. Est-ce que tu serais d'accord pour me dire, la première chose qui est importante pour moi, en fait, c'est qu'on puisse se dire les choses. Ça vous fait quoi à l'intérieur? Ça apaise. En tout cas, ça commence à créer de la confiance. D'accord? Parce que un des mécanismes dans lesquels on a tendance à tomber, c'est... et ça aussi, c'est une croyance, en fait, qui est un petit peu... comment dire? Dans laquelle on s'empêtre et qui nous pourrit nos relations, en fait. Un des mécanismes dans lequel on a tendance à tomber, c'est que si l'autre ne fait pas ce qu'on voudrait, en gros, c'est qu'il est méchant avec nous. D'accord? Les gamins, ils font ce qu'ils font, c'est rien pour nous embêter, en fait. J'imagine que vous pensez tous ça. Hein? Et c'est pareil avec notre patron, notre collègue, qui parle fort au téléphone, il fait ça que pour nous embêter. On a cette représentation, en fait, que si on est malheureux, c'est la faute de l'autre. Et ça nous pourrit la vie. Pourquoi ça nous pourrit la vie? Pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas le pouvoir pour changer l'autre, à part si on est un dictateur. Mais c'est pas ça les relations qu'on a envie de vivre. On n'a pas envie de vivre des relations de dictateurs. D'accord? Oui? Quelle clé vous donneriez pour gérer l'incompréhension de parler à l'autre et de dire son besoin pour comprendre? Oui, donc votre question c'est quelle clé je pourrais vous donner pour gérer l'incompréhension? Est-ce que vous auriez eu un exemple de situation où il y a de l'incompréhension, à laquelle peut-être vous pensez quand vous posez cette question? Un enfant qui fait une bêtise, par exemple, où effectivement ça n'a aucun sens cartésien parce que ça va l'empêcher de jouer, ça va l'empêcher de s'amuser derrière. Les conséquences de ces actes vont empêcher l'enfant lui-même de s'amuser. Et les bras parfois vont tomber en disant mais ça n'a même pas de sens pour toi. Voilà. Et donc là, votre question, c'est comment je fais pour comprendre en fait le sens que ça peut avoir pour l'enfant d'avoir fait cette bêtise, c'est ça? Le meilleur moyen, c'est de lui demander, c'est d'essayer de se mettre à sa place
et de lui dire, moi j'aimerais vraiment comprendre qu'est-ce qui fait que tu agis comme ça. Je vais vous donner un exemple. J'ai animé pendant un certain nombre d'années des espaces d'écoute pour les jeunes en collège et en lycée. Et donc, dans cet espace, c'était un accueil pour les jeunes avec lesquels le système ou l'établissement se sentait le plus en difficulté. Donc souvent, c'était des jeunes qui se faisaient renvoyer de cours ou qui répondaient aux enseignants et les enseignants, en fait, ne supportaient plus. Donc voilà, c'était ce genre de situation. Et ce qui se passait, c'est que on leur laissait le choix. On leur disait, écoute, voilà, tu as la possibilité d'aller voir une personne, un espace d'écoute, mais c'est pas obligatoire. En général, ils venaient parce qu'ils disaient, j'ai une chance, et c'est quand même mieux que d'être puni ou d'avoir une heure de colle. Donc ils tentaient leur chance. Et en fait, comment j'ouvrais le dialogue avec eux? Moi, j'avais aucune idée de ce qu'ils avaient fait, je ne les connaissais pas, et je leur disais, écoute, j'imagine que si on t'envoie là, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, qui se vit pas très bien dans le collège ou dans le lycée, je ne sais pas si c'est avec les profs, si c'est avec tes camarades. Est-ce que tu as envie de m'en parler? Puis j'imagine que ce que tu fais, si tu le fais, c'est que tu as des très bonnes raisons. Et moi, en fait, j'ai vraiment envie de te comprendre, et j'aimerais comprendre c'est quoi les bonnes raisons pour lesquelles tu fais ce que tu fais. Et en fait, ce qui fait qu'il va commencer à y avoir de l'ouverture, c'est que le jeune, il sent que je ne suis pas là pour trouver la faute qu'il a faite. Je suis là pour le comprendre, et je suis curieuse de comprendre qu'est-ce qu'il fait ce qu'il fait. C'est ça qui change toute la mécanique dans la relation, c'est cette curiosité bienveillante. C'est-à-dire que je ne suis pas dans la représentation qu'il fait des trucs juste pour m'embêter, ou qu'il fait des trucs, c'est n'importe quoi et ça n'a pas de sens même pour lui, et qu'en fait, c'est parce qu'il est petit, il ne se rend pas compte et il ne mesure pas les conséquences. Je suis juste dans la curiosité, j'ai envie de le rencontrer comme un être humain, et je le laisse parler. Et pour moi, en fait, la clé, c'est ça. Mais ça se construit, cet espace de relation. Je vais dire que dans ces espaces d'écoute, j'avais la chance d'être une personne neutre. Je n'avais pas le reste du groupe classe. Hein. C'est une autre chose. Il y a peut-être des enseignants qui sont présents ce soir et qui peut-être se disent « Ouais, c'est bien, mais quand vous avez l'élève tout seul, c'est quand même vachement plus facile. » Oui. Donc, il y a aussi des conditions qui permettent ça. Mais c'est vraiment cette posture. Et ça aussi, en fait, finalement, c'est une clé. La communication non violente, c'est pas une histoire de technique. Et ce qui fait qu'on va pouvoir développer la relation qu'on rêve de vivre, c'est surtout une question de posture et d'intention. C'est pas une question de technique, en fait. Je vais pas vous donner des trucs. Je vous donne plutôt des clés de compréhension de l'être humain. Et sur la base de ces clés de compréhension, vous pouvez regarder, en fait, comment ça vous aide à comprendre les situations, comment ça vous aide à vous relier à vous-même, et comment peut-être ça peut vous aider à tiens, en fait, mon intention, c'est vraiment comprendre ce qui fait que mon fils, il fait régulièrement ce truc qui est une bêtise, qui n'a pas de sens, en tout cas, moi, j'en vois pas le sens, qui a des conséquences pour lui. Comme je n'ai pas d'exemple précis, c'est plus compliqué pour moi, mais je vais vous donner un exemple qu'on m'a cité récemment. Maman qui me dit, mon fils, en fait, il va se mettre au milieu de la rue, 9 ou 10 ans, et il arrête toutes les voitures pour leur dire que, parce qu'il faut que les gens quand même soient plus conscients de tout ce qui est important, etc. Stop! Mais qu'est-ce que tu fais? Stop! Il y a des trucs hyper importants. Non mais, qui? Le climat, par exemple. Excuse-moi, arrête, tu nous fais remarquer. Bah oui. Hop, bonjour madame. Non, laisse-moi. Oh! Quoi? Je réponds pas à mon besoin. Mais c'est quoi ton besoin? Ton besoin d'arrêter? J'ai pas besoin de m'exprimer. Écoutez. Là, plus tu cries, plus les gens y freinent, plus ils s'énervent, donc on répond pas à leurs besoins. Du coup, quand je leur pose la question, ils peuvent pas répondre parce qu'ils sont énervés, ils sont pas disponibles. Donc ça, c'est quand même à cause de toi tout ça.
Si, bah, je comprends ton besoin de prendre ton temps, tu comprends, mais là, moi, j'ai besoin d'arriver à l'heure et pas de me faire licencier. Eh papa, j'ai presque réussi à faire mon lacet. Oui, presque, c'est beau presque. Je me souviens plus dans quel sens ça, mais je vais y arriver, papa. J'ai un besoin de progresser et d'apprentissage. Commence à me faire chier. Oh, papa, Allez, papa. Simon, allez, Simon. Oui, papa, je suis à la deuxième. Oui, mon chéri. Ah, mais c'est rigolo parce que la languette, elle se met toujours au fond. Oui. Allez, dépêche-toi, Simon, parce que là, vraiment, on va être en retard. Hein. Je suis un peu sûre qu'elles sont trop petites, les chaussures. Oui, papa. alors là, du coup, on va pas pouvoir répondre aux besoins de la maîtresse de faire court. Hein. Dépêche-toi. Oh, papa. Oui. J'ai plus d'âge, comme c'est de l'autre pied, j'arrive plus. Ah non, mais je vais prendre une deuxième lunette, besoin, confiance. À flelou, là, bip bip, machin, je sais pas, là. Arrête-toi, putain. Papa, tu me parles mal, je fais plus rien. Je retiens ma respiration. Comme ça, Oh, bah crève comme ça. Oh, mon besoin de vengeance, il est réglé. Hein, mon chéri. Allez, on y va. Alors, non, parce que tu as besoin de vivre, faut que tu respires. c'est vrai, papa, j'avais oublié de les Tu respirer. es comme il faut, tu as besoin de... Oui, parce que quand on respire pas, il paraît qu'après ça, le coup, il grandit, 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 Oui, grandit, oui, oui, grandit. concentrons-nous sur les chaussures. Mais Tu as tout à fait raison, et je valide, effectivement, mais oh. Alors, super, super. Oh, papa, oh, tu réponds. Quoi? Truc à papa, il est content. Oh, papa, il y a un caillou dans ma chaussure. Oh, ça fait mal, papa. Merci. Merci. On m'avait pas prévenu que le plus dur c'était de retrouver mes esprits une fois que j'ai bien rigolé. Donc, pour revenir sur cette histoire de compréhension, avec cette histoire de la première, la compréhension, c'est comprendre le besoin, c'est aller avec cette ouverture bienveillante. Mais ça ne veut pas dire comprendre le besoin de l'enfant, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec sa stratégie. Et si il est au milieu d'une rue qui est hyper passante, je ne vais pas passer 3 heures à lui dire, je vais l'attraper par le bras et je vais l'emmener, d'accord? Parce que je prends soin de sa sécurité aussi, ok? Après, on va prendre le temps de se poser et de discuter. Donc ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure, prendre le temps de la relation. Et l'histoire des chaussures, c'est pareil. Alors là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on voyait beaucoup les besoins de l'enfant. On a vu un papa qui était vraiment attentif et qui a écouté une conférence. La conférencière devait pas être très très claire parce qu'il a juste compris qu'il y avait les besoins de l'enfant. Mais le papa, il avait plein de besoins. Est-ce que vous avez remarqué les besoins du papa? De ne pas être licencié, besoin de sécurité financière en fait. Hein, quand on travaille, c'est peut-être aussi un besoin de sens. Hein, je fais un travail qui a du sens, mais quand on travaille, il y a plein de choses derrière. Sécurité financière, sens, réalisation de soi, contribuer au bien-être de sa famille. Vous voyez, il y a tout ça en fait derrière le travail qu'on fait. Ok? Et donc du coup, il y a des moments où, bah oui, c'est important de nommer. Non mais là, on n'a pas le choix. Donc, comment on fait? D'accord? Là, il y a des choses qui sont importantes et moi, l'adulte, je vais faire un choix parce que j'ai aussi conscience de certaines conséquences que l'enfant ne peut pas mesurer. L'enfant ne peut pas mesurer ce qui va se passer avec mon patron, si j'arrive en retard, c'est une réunion super importante. C'est pas son... Voilà, c'est pas son univers. Mais moi, j'ai une conscience peut-être un petit peu plus grande que lui, en tout cas, du paysage, de tout ce qu'il y a autour de nous. Donc, peut-être que je vais pouvoir nommer ça. En tout cas, je vais faire les choses et je vais accueillir sa frustration. D'accord? Donc, bah oui, j'entends que tu as besoin d'autonomie. J'ai vu que tu avais mis une chaussure. Hurrah! Demain, on s'entraînera pour mettre les 2 avant de partir. On regarde comment on peut continuer à nourrir le besoin d'autonomie. On accueille la frustration. Une question. Est-ce que ça ne demande pas aussi une question d'organisation de notre part? Alors, est-ce que ça ne demande pas une question d'organisation de notre part? Typiquement, pour les chaussures le matin, par
on a des enfants en bas âge qui ne savent pas faire et qui veulent le faire, est-ce qu'on va prendre plus de temps pour utiliser peut-être une demi-heure pour valider la session? C'est un retour très valide. On relève pas de notre responsabilité aussi de s'organiser pour que l'enfant puisse avoir le temps de satisfaire ses besoins. De satisfaction. Donc votre question c'est est-ce que justement quand on voit que c'est la période où l'enfant justement il a besoin d'apprentissage, il a besoin d'autonomie, est-ce que c'est pas à nous de prendre la responsabilité de nous organiser pour que l'enfant il ait l'espace ce matin-là? Alors on n'a pas la responsabilité de nourrir les besoins des autres, même si en tant que parents en fait on aspire à contribuer au bien-être de nos enfants, à leur évolution, etc. Mais ce qui va être intéressant c'est pas parce que l'enfant il veut le faire le matin avant de partir à l'école qu'il faut le faire le matin avant de partir à l'école. Ça c'est une stratégie, d'accord? Et c'est là que c'est vraiment important et que c'est clé de s'entraîner à faire la distinction entre nos besoins. Le besoin c'est l'apprentissage et l'autonomie. Et il y a plein d'autres manières et plein d'autres moments où l'enfant il nourrit son besoin d'apprentissage et d'autonomie. D'accord? Et souvent, ils sont accrochés à une stratégie particulière. C'est la période des lacets, voilà, ils sont contents parce qu'ils y arrivent. Du coup, c'est là que le temps de la relation est important. C'est pas au moment de partir le matin, quand je suis stressée, du coup, je suis pas disponible pour entendre ce qui se passe pour lui. Ou alors, je suis disponible, mais en fait, ça monte. Et puis, au bout d'un moment, je vais perdre mon calme. Et ça risque de se finir d'une manière qui nous plaît ni à l'un ni à l'autre. D'accord? Mais par contre, je prends un temps à un autre moment. Ok, cette semaine, est-ce que tu vois que il y a eu 3 matins, on est parti à l'école, on a couru, on était fâchés, 2 fois t'as pas voulu me faire du bisou parce qu'en fait on s'était crié dessus pour cette histoire de lacet. Comment on pourrait faire? Je vois bien que tu aimerais tellement réussir à les faire tout seul. Et moi j'ai vraiment envie de te soutenir là-dedans. Puis je vois que le matin au moment de partir, c'est pas le meilleur moment. Allô chérie, c'est bon? Oui, papa, je me suis brossé les dents tout C'est seul. bien, monsieur, ça c'est très très bien. Ah, c'était je suis content. Oui. C'est bien. Du coup, je me suis organisé. Oui. Vu qu'on perd un peu de temps le matin, parce que tu as besoin de ton autonomie, je te propose de mettre tes chaussures dès ce soir. Ah oui, mais comme ça, si tu veux, toute la nuit. Toute la nuit, 8 heures. 8 heures, t'arriveras à mettre tes lacets, mon lapin. Je pense que tu es capable d'y arriver. Oh, papa, t'as confiance, hein? Allez, hein? Tu veux un petit bisou? Oui, bien sûr. Ah, je vais... Oui, allez. Voilà, il nous montre admirablement comment on développe de la créativité en tant que parent pour accompagner nos enfants. Oui, une question? C'est encore bien l'enfant parce qu'il y en a beaucoup, on leur achète des chaussures à scratch. Ah bah oui, mais je crois qu'en fait, il y a des personnes qui ont inventé les chaussures à scratch, peut-être parce qu'ils ont eu des problèmes avec leurs enfants qui prenaient du temps pour faire leur lacet, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, c'est une autre stratégie. C'est, voilà, si tu veux être autonome pour mettre tes chaussures, ok, on prend des chaussures à scratch. Ça fonctionnaire par rapport à la spécificité des personnes devant moi sur l'organisation, c'est peut-être parce que ça nous renvoie notre propre désorganisation, nos propres erreurs. Je veux dire, au début, le papa qui faisait le reste, là, je pense qu'il doit s'en vouloir d'avoir acheté la PlayStation. Parce que je ne sais pas quel est le pourcentage d'enfants qui s'autofinancent ce genre de jouets, mais il ne doit pas être énorme. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que aussi ça nous renvoie, en tant que parents, en tant qu'éducateurs, à nos propres limites ou aux conséquences de certains de nos choix. Donc voilà, l'exemple que vous preniez, c'est voilà, le papa qui faisait l'omelette, là, peut-être il s'en veut d'avoir payé une PlayStation à son fils, parce que je suis pas sûre que les enfants se la payent tout seuls. Et effectivement, au fond du fond, peut-être si on est honnête avec nous-mêmes, des fois on se dit, bah ouais, j'aurais peut-être pas dû faire ça, parce qu'on voit qu'il y a une conséquence. Et c'est important aussi, quand je vous disais la relation ça commence par soi, c'est important de s'accueillir avec tous ces moments-là aussi. Parce que si moi-même, en tant qu'adulte, j'ai vu qu'il y avait une question et je reviens vers vous,
Si moi-même en tant qu'adulte, je me juge et je me dis ah j'aurais jamais dû lui acheter cette PlayStation, je suis nulle et puis de toute façon voilà j'ai fait ça pour être tranquille quand j'ai mes réunions Skype, au moins pendant ce temps-là il joue à la Play et je suis tranquille. Mais maintenant je paye le truc, je me tape dessus avec et ça aide pas. Donc effectivement l'idée c'est comment je peux m'apporter de la douceur et dire ok quand j'ai choisi de faire ça. J'avais envie de contribuer, j'avais envie qu'il soit content, c'était une manière d'être en lien, peut-être que c'était, je sais pas, une manière de le stimuler, il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles j'ai fait le choix de lui offrir une PlayStation à un moment donné ou à un autre. Et après, regardez, ok, c'est quoi les conséquences aujourd'hui? Parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme vous le savez, et on fait un choix à un moment donné, et puis peut-être que le petit, là, le lendemain matin, il va être un peu grognon parce qu'il aura passé toute la nuit à faire ses lacets. Donc peut-être que le papa, il va s'en vouloir un peu, il va se dire « Ah, c'était peut-être pas la meilleure stratégie ». Mais on apprend comme ça, on apprend par essai-erreur. Donc il y a une autre question. En fait, j'ai envie de rebondir sur cette situation parce que c'était mon cas, le cas que j'avais expliqué tout de suite. Et en fait, le matin, il faut partir, c'est l'heure, j'anticipe, je préviens, on se prépare. Ils sont 7 ans et 9 ans. Les filles qui sont quand même suffisamment autonomes. Les chaussures, c'est pas des lacets, c'est des straps. Mais ils se taquinent, il faut autre chose, il faut le clou, Et ma dernière solution, c'est prendre les clés et commencer à partir. Et là, mon cours, mais je vais anticiper, m'organiser, et j'ai toujours la même situation que le matin. Donc voilà, ce que vous décrivez, c'est que la situation, c'est une situation que vous vivez. Vous avez 2 enfants de 7 et 9 ans. Vous avez choisi la solution Scratch. Juste pour les chaussures. C'est eux-mêmes qui ont choisi. Qui était une manière, en fait, voilà, qui trouve de l'autonomie. Vous essayez de mettre de l'organisation, d'expliquer. Donc c'est organisé entre vous. Et en même temps, il n'empêche qu'il y a des matins où vous vous retrouvez à partir. À ouvrir la porte et partir, et finalement c'est ça qui leur donne conscience en fait que là c'est le moment d'y aller, de mettre les chaussures et ils partent en courant. Donc votre question c'est quoi par rapport à ça? En fait c'est comment c'était la situation parce que voilà j'ai moins anticipé, j'ai dit, et enfin là d'ouvrir la porte tout ça se passe bien. Mais des fois, on n'a pas tout le temps la patience et on va fâcher, on se dit pas au revoir, après on se sent coupable et puis on se dit dans une mauvaise situation, dans une relation. Ouais, donc votre question, c'est comment on pourrait traiter cette situation? Parce que dans le meilleur des cas, en fait, il court derrière moi et tout le monde monte dans la voiture et ça va, je suis restée calme. Mais il y a des fois où, du coup, je m'énerve parce que j'arrive pas à rester calme et puis on se fâche et puis on part, on est fâché. C'est surtout que j'ai du mal à saisir ce qu'il y a derrière, justement, quel est le besoin. Parce que j'estime que j'ai quand même mis beaucoup de volonté, j'ai fait tout le mieux que je pouvais pour ça, en fait. Je ne sais pas ce que je peux faire d'autre, en fait. Donc ce que j'entends, c'est que vous vous sentez démunis parce que vous dites j'ai mis vraiment beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'attention pour comprendre leurs besoins, pour essayer de mettre en place des stratégies qui fonctionnent pour eux, et ça ne marche toujours pas. Donc qu'est-ce que je peux faire? Et là, il y a une autre clé qui est intéressante, c'est bien de comprendre et de s'intéresser aux besoins des enfants, mais c'est aussi important d'avoir de la clarté sur les nôtres et de les nommer. Parce qu'il n'y a pas que leurs besoins qui sont importants. Nos besoins sont aussi importants que les leurs. Leurs besoins sont aussi importants que les nôtres. Donc, ce qui va être, ce qui va permettre en fait de faire évoluer ces situations, c'est de prendre en compte les besoins des 2 côtés. Et du coup, d'avoir un temps de discussion qui va être un autre moment, où vous allez pouvoir poser votre besoin. C'est quoi votre besoin dans ces moments-là? Est-ce que c'est un besoin d'écoute ou un besoin de compréhension pour ce qui est important pour vous? En fait, mon besoin, c'est un besoin d'autonomie. À ce moment-là, j'ai besoin de me préparer pour sortir de cette prête. Et j'estime qu'ils ont quand même la capacité d'être autonomes et de se prendre en charge, en fait. Donc, vous aimeriez qu'eux soient autonomes et qu'ils se prennent en charge. Mais donc ça, c'est chez eux. Mais si eux, ils étaient autonomes et qu'ils se prenaient en charge, qu'est-ce que ça nourrirait chez vous? Est-ce que ça nourrirait quelque chose de l'ordre de la tranquillité? Ah oui, moi, je suis besoin de tranquillité, que ce soit des relations
armonioso, perché totalmente en fait. Donc en fait, vous aspirez à une forme de sérénité le matin quand on part à l'école, c'est ça? Donc vous voyez, merci pour cet exemple parce que ça nous donne à voir que c'est pas toujours facile de démêler. Des fois, on mélange notre besoin et celui de l'enfant. J'aspire à ce que l'enfant devienne autonome. Lui, il a peut-être pas besoin d'autonomie tout de suite, en fait. Mais moi, j'aimerais bien qu'il soit autonome. Et si lui est autonome, qu'est-ce que ça m'apporte à moi en tant que parent? Donc là, en l'occurrence, ce serait une forme de sérénité. Et ça, l'enfant, il peut l'entendre. Donc l'idée, c'est de rentrer dans ce dialogue en disant, ben, moi, j'aime pas partir fâché. Posez ce qui est important pour vous, ce que vous vivez et que vous n'aimez pas, sans leur rejeter la faute sur eux, dire, ben voilà, moi, quand on part le matin et qu'on s'est fâché parce que je vous ai demandé 4 fois de mettre vos chaussures et parce que je suis tout le temps en train d'être derrière vous, je suis stressée parce que j'ai besoin de sérénité pour se dire au revoir tranquillement, pour qu'on souhaite une bonne journée, et j'ai aussi besoin de sérénité pour aller au travail. Juste rentrer dans ce dialogue, prendre le temps de l'exprimer aux enfants et leur demander qu'est-ce qu'ils comprennent. C'est juste aller dans un dialogue. C'est pas parce qu'ils ont 7 ans ou 9 ans, et même à 5 ans, ils comprennent ce qu'on dit, ils ont des besoins, ils en ont assez conscience, et quand on va essayer de les rencontrer, ils vont dire, bah oui, ça c'est important, ah ben non, ça c'est pas important pour moi. Ah oui, t'aimerais bien du calme, maman. Le calme, ils savent ce que ça veut dire. Et si vous leur dites, bah moi j'ai besoin de calme, et j'aime bien être sereine quand je vais au boulot, et qu'ils sentent pas que derrière il y a, et c'est de ta faute si je suis pas sereine. Parce que c'est ça en fait, qui biaise la relation. Et qui crée en fait de la dissension souvent, c'est que ils veulent pas être responsables de ce qui se passe pour nous parce qu'ils sont très empathiques. D'accord? Ils ont envie de contribuer à notre bien-être. Mais dans une relation de couple, c'est pareil en fait. On a vraiment envie de contribuer au bien-être de l'autre parce qu'on l'aime, on a envie qu'il soit heureux. Et des fois, on se dit, ah s'il est malheureux, c'est de ma faute, ou s'il est stressé quand il est parti au boulot, c'est parce que ce matin, je lui ai parlé de ce truc, j'aurais jamais dû, et du coup, ça l'a stressé. Non. Nos sentiments sont les indicateurs de nos besoins, et nos besoins nous appartiennent. Et ça, c'est une clé que nous apporte la communication non violente. Elle nous invite à revenir chez nous et à prendre la responsabilité de ce qu'on vit. Donc, plus je mets de la conscience sur ce qui se passe pour moi, plus je peux mettre des mots dessus. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase de l'art poétique de Boileau que j'aime beaucoup et que je retrouve complètement dans la communication non violente. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Donc, ceux dont vous avez conscience, les mots vont venir pour le nommer. Et après, dans la relation, c'est déjà créer la relation, c'est vérifier, quand j'exprime ça, qu'est-ce que tu entends de ce que j'exprime? Et peut-être qu'au début, votre fils, il va vous dire, t'es fâché maman, parce que t'es fâché après nous, parce que cette semaine, on est parti 3 fois en retard à l'école. Et en fait, si je prends la responsabilité de ce que je vis en tant que maman, ça peut être justement reprendre ma responsabilité et dire, non, je ne suis pas fâchée après toi. Ce qui est important, j'essaie juste de dire que j'aimerais bien être sereine et que j'ai envie qu'on se quitte tranquillement. J'ai envie d'être tranquille le matin quand on part. Qu'est-ce que tu comprends là? Juste nommer ce qui est important pour moi sans lui mettre la responsabilité. C'est pas parce qu'il fait ce qu'il fait. Ce qu'il fait est un déclencheur. Derrière, il y a des sentiments et des besoins, mais mes sentiments et mes besoins, ils m'appartiennent. Et du coup, je peux l'inviter dans la danse. Moi, j'aimerais qu'on parte tranquille le matin. À ton avis, on peut faire comment? Et ça va peut-être pas se trouver du premier coup. Ça, c'est aussi quelque chose, bon, vous le savez, parce qu'en tant que parent, en tant qu'éducateur, vous savez que ça demande de la patience. Mais on va peut-être essayer une chose, on va peut-être essayer un premier dialogue, mais c'est surtout ne pas perdre patience et y revenir. Et dire, voilà, moi j'aimerais vraiment qu'on trouve une solution. Comment on fait? Est-ce qu'on essaye quelque chose? D'accord? Il y avait une main levée. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait une question? Oui, je trouve que c'est pas évident d'arriver à analyser quel besoin on a, quel besoin l'autre a. Parce que votre discours est pris parce que vous êtes dans le milieu depuis longtemps, mais nous, on a du mal. Donc votre question, c'est pas facile en fait d'aller trouver c'est quoi mon besoin ou c'est quoi le besoin de l'autre. Et oui, et merci pour votre question. Même si en fait ces besoins, ils sont naturels, c'est notre nature humaine profonde, mais on n'a tellement pas appris à aller se relier à ça, que ça demande un peu d'apprentissage, effectivement. Et du coup, oui, pour l'apprentissage, ça peut être avec des livres. Maintenant, il y a des livres aussi qui sont très bien faits pour les apprentissages pour les enfants. Il y a un cahier qui a été édité chez Larousse, ça s'appelle 50 activités pour découvrir la communication bienveillante.
que vous pouvez faire avec les enfants. Donc ça, ce serait une manière de commencer à vous entraîner à ce vocabulaire, développer votre vocabulaire émotionnel, et puis vous entraîner. C'est juste vous poser la question, qu'est-ce qui est important pour moi juste maintenant? Régulièrement. Vous levez le matin, vous rentrez à la maison, prenez juste 2 minutes de pause, vous posez dans le canapé. Qu'est-ce qui se passe pour moi juste maintenant, au moment où je rentre ce soir, et de quoi j'ai besoin là? Est-ce que j'ai besoin de ressourcement? Est-ce que j'ai besoin de tranquillité? Est-ce que j'ai besoin de lien et je cours dans la chambre des enfants parce que j'ai vraiment envie d'aller les embrasser? Juste prendre le temps, et ça demande de ralentir. Ça demande de ralentir et ça demande de s'entraîner effectivement. Et oui, j'imagine bien que peut-être ça vous paraît un peu décalé parce que effectivement, moi je pratique ça maintenant depuis une vingtaine d'années, mais moi aussi il y a des moments où je m'assieds dans le canapé et puis je me dis mais en fait, de quoi j'ai besoin là? Et je suis pas sûre, je sais pas non plus, parce qu'on a tellement perdu ce lien avec nous-mêmes que c'est un lien à reconstruire pas à pas au quotidien. Après, il y a des formations, bien sûr, pour ça. Mais déjà, rien qu'avec une liste, dans tous les livres sur la communication non violente, vous allez trouver une liste des besoins. Vous pouvez même prendre la liste de Maslow, que vous trouverez dans n'importe quel manuel de vos jeunes au collège. Besoin d'abri, besoin d'air, besoin de lumière, besoin de nourriture, besoin d'affection. Vous passez votre doigt dans la liste et vous regardez c'est quoi le mot qui me parle juste maintenant. Ça, c'est une manière de faire, toute simple. D'accord? Vous pouvez aller sur les sites de communication non violente, il doit y avoir des listes de besoins. Juste prendre la liste, et pour les sentiments, c'est pareil. S'entraîner en fait à juste repérer, entendre ces indicateurs qui sont des indicateurs naturels, mais qu'on n'a pas appris à repérer, qu'on n'a pas appris à écouter, et juste prendre le temps de se dire et bien là en fait je suis saturée en fait. Je suis saturée, il y a déjà eu plein de mots, et finalement je crois que je vais peut-être pas écouter jusqu'au bout. Juste ça. C'est vraiment un entraînement. Donc c'est retrouver notre naturel, retrouver notre nature profonde, et il y a un peu besoin de faire ces gammes, de se prendre une liste des sentiments, une liste des besoins. Non, alors ça n'est pas du tout la même chose. Alors en fait, en communication non violente, on utilise le terme sentiment parce que on utilise on parle d'une manière plus large que juste les émotions. Dans les émotions, c'est les émotions de base, joie, peur, tristesse, colère, dégoût, enfin vous voyez les émotions. En communication non violente, on utilise aussi tout ce qui peut être en lien avec, par exemple, si je dis je me sens préoccupée, c'est pas vraiment une émotion, mais c'est un sentiment. D'accord? Par contre, voilà, il y a des petites nuances au niveau de l'expression de nos sentiments, mais je vais peut-être pas rentrer dans ce niveau de détail ce soir. Mais ce qui est important quand vous apprenez à vous relier à vos sentiments, c'est de vérifier, est-ce que je suis chez moi? Est-ce que je suis pas en train de mettre la faute sur l'autre? Et c'est ça qui va aider la relation, en fait. Monsieur Martin. Oui, justement. J'ai vu la maîtresse des lois. Oui, je voulais voir. Oui, ben moi aussi je voulais. Alors il est bon. Il est vif. Oui, il est très vif, mais très vif dès le matin. Très très vif. Il est vif en tirant les cheveux de ses camarades, en cassant des choses dans la classe qui n'est pas bon à faire. Il tape ses camarades. Hein, il regarde sous les jupes de ses copines. Il m'a traité de pute. Et il ne me semble pas que ça soit la chose à faire. Il pique les goûters de ses camarades, donc excusez-moi, je me suis permis de punir. Ah, mais par contre, c'est pas du tout ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il a été puni injustement. Il a été sage dans mon image. Oui, moi, mon fils, j'ai confiance en lui. Oui, attendez. C'est important la confiance qu'on peut avoir en son fils. Oui, je comprends, mais je comprends totalement. Moi, je sais. Mais là, vous êtes à deux doigts de me dire qu'il est au potentiel, là, non? Alors qu'il est juste chiant. Oui, mais arrêtez de dire qu'il a au potentiel, ils sont pénibles. On va aller à Paris demain pour faire un examen. Ah, mais il dira qu'il est con. Voilà, bilan gratuit. Voilà. Il est chiant.
Tiens, prenez-le, faites de l'éducation à la maison. Mais on n'en peut plus, moi je vais faire de la communication non violente, j'ai envie de le jeter. Moi j'ai besoin de violence. J'ai envie de répondre à une violence. Très bien, alors tu calmes. Voilà. Je vais parler à mon fils. Fiston? Oui? Tu es avec la maîtresse? Oui, papounet. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que t'as pas été très très gentil. Oh. Et donc, tu vas rester à la maison pour travailler avec moi. Je vais t'apprendre tout ce qui est nécessaire dans la vie. Yes! Oh! Aïe! Ah, mais c'est ce que je fais à l'école. Du coup, maintenant, bah oui. Oh, c'est chiant, hein. Attends! C'est une frappe! C'est une mécanique! Oh non! Comment le Fiston! J'ai acheté un taureau! Ah! C'est ton nouvel animal de compagnie, vas-y! Tac! Il va voir ce que vit la maîtresse. Oui, mais attends, je peux encore grandir! Et quand j'aurai 2 têtes de plus que toi, je vais pouvoir te rosser! Non, c'est mort, papa. Pourquoi c'est mort? Parce que t'es adulte, tu peux plus grandir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Merci. Alors là, je ne sais pas. Peut-être on va éviter le taureau à la maison. Alors, très intéressant en fait sur ce dialogue au départ entre 2 adultes sur ce qui se passe pour un enfant. Et peut-être vous avez vu la différence. Il y a plusieurs manières de parler de cet enfant. Donc au début, la maîtresse a essayé de mettre des qualificatifs en disant il est vif, il est très vif, et sans nommer les choses. Et donc le papa était tout content, parce qu'en fait, on peut interpréter tout ce qu'on veut derrière quelque chose qui n'est pas une observation. Et puis après, la maîtresse a fait des observations. Donc ça, c'est aussi une clé intéressante. C'est si je parle à partir d'observations, l'autre en face de moi, il a plus de chances de comprendre de quoi je parle. Si je dis, ben voilà, en fait, je suis ennuyée parce que votre enfant, ça fait 3 fois qu'il me traite de pute. Voilà, au moins, je nomme ce qui a été dit. Et le parent, il sait de quoi il s'agit. D'accord? Et la même chose pour les enfants. Quand vous dites à un enfant, si par exemple, sur une copie ou sur un cahier, vous écrivez « c'est pas soigné », l'enfant, il ne sait pas de quoi vous parlez. Si vous dites « il y a 3 taches d'encre sur chaque page », il sait à quoi vous faites référence. D'accord? Donc ça, c'est une autre clé que nous apporte la communication non violente. C'est parler à partir d'observations, parce que ça évite les malentendus. D'accord? Après, effectivement, voilà, par rapport à la différence, la difficulté entre ce que vit l'enfant à un endroit et puis ce qu'il va raconter de l'autre côté, j'imagine que vous voyez les besoins de l'enfant derrière. En fait, peut-être il a besoin de liens. Il a peut-être voilà, beaucoup d'énergie, il a besoin de stimulation, il a besoin de mouvement. Et c'est pas facile ni à l'école d'ailleurs, souvent ni à la maison, de répondre à tous ces besoins. Et c'est comment je peux entendre ces besoins et en même temps les canaliser. Alors moi je suis pas spécialisée pour les enfants au potentiel, mais j'ai suivi quelques conférences et une des choses que j'ai entendues c'est être très clair sur les limites dans ces situations-là. Et ça peut se faire avec bienveillance. On revient à ce qu'on nommait tout à l'heure. Que ce soit pour la maîtresse ou pour le parent, quand l'enfant me tape, ou que je le vois taper un autre enfant, si ça ne répond pas à un besoin qui est essentiel pour moi, qui est le besoin de respect mutuel et le besoin de sécurité de chacun, je vais l'arrêter tout de suite. Je vais dire non, je ne suis pas d'accord, parce que j'ai besoin que chacun se sente en sécurité, qui est très différent de c'est mal et t'es pas gentil avec tes petits camarades. D'accord ? Donc voilà, cette dernière petite scénette, je dis dernière parce que je me dis qu'il va peut-être falloir qu'on pense à conclure. Moi je peux rester là toute la soirée, j'adore explorer tout ça, mais on s'était dit qu'on resterait jusqu'à 8h30, je me tourne vers Damien pour vérifier.
Après, si vous avez d'autres questions, enfin voilà, moi je suis vraiment ouverte à continuer à répondre. Mais en tout cas, pour clore sur cette dernière scénette, ça nous apporte ces deux éléments-là. La première, c'est parler à partir d'observations sur ce qui se passe. Qu'est-ce que la personne dit ou fait réellement? Et notamment dans le dialogue parent-éducateur, parent-instituteur, ça va beaucoup aider en fait. On repart sur qu'est-ce qui s'est réellement passé. D'accord? Et quand l'enfant revient en disant c'est injuste ce qui s'est passé à l'école, c'est pas une observation ce qu'il est en train de faire. Donc ça va être intéressant aussi dans le dialogue avec lui d'aller chercher l'observation. Chercher l'observation, c'est juste demander qu'est-ce qui s'est passé qui te fait dire c'est injuste. D'accord? J'ai pas de jugement sur le fait que toi tu trouves ça juste ou pas juste, mais j'aimerais comprendre ce qui se passe. Hein, ou si la maîtresse de votre enfant vous dit il est quand même assez insupportable, je ne sais pas si les maîtresses disent ça, s'il y a des maîtresses, pardonnez-moi, s'il y a des maîtresses dans la salle, ou si voilà, un parent dit ça à un autre parent, mais quand même votre fils, il est trop agité, ça veut dire quoi, trop agité? Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui s'est passé qui vous fait dire ça? Allez chercher l'observation, parce que c'est aussi une clé pour rentrer en lien avec l'autre. Si on sait de quoi on parle, on a plus de chances de rentrer en communication et d'éviter les malentendus. Après, ce qui se passe à l'extérieur de nous va stimuler des sentiments chez l'un et chez l'autre. Ça, c'est clair. D'accord? Mais ce qui se passe à l'extérieur n'est qu'un déclencheur de nos sentiments qui sont à l'intérieur. Et nos sentiments sont indicateurs de ce qui se passe pour nous. Et peut-être que le papa, quand la maîtresse lui dit « Écoutez, c'est compliqué avec votre enfant parce qu'il a vraiment beaucoup besoin de bouger, qu'il casse les objets, etc. » J'imagine que pour un parent, même si c'est la réalité qu'il peut le reconnaître, parce que peut-être il se passe la même chose à la maison, c'est difficile et douloureux pour lui. Peut-être il se dit, mais peut-être il se sent démuni, peut-être il se sent triste, parce qu'il aurait rêvé d'avoir un enfant qui est très calme, et voilà, peut-être qu'il se sent perdu, parce qu'il ne sait pas comment faire. Donc, des deux côtés, en fait, à chaque fois, ce qui se passe dans la situation, ce qui est nommé, c'est déclencheur d'un sentiment. Derrière ce sentiment, il y a un besoin. Et plus je mets de la conscience dessus, plus je m'entraîne à le nommer. Et parfois, même au début, en fait, on va s'entraîner à faire ça plutôt a posteriori, en fait. L'entraînement, c'est pas au moment d'être dans la discussion avec la maîtresse ou avec l'enfant, parce qu'il y a plein de choses qui se passent à chaque instant, il y a plein de choses qui nous stimulent. Voilà, moi je vois la scénette et je suis morte de rire, et du coup il se passe plein de choses, je suis amusée, ça me fait penser à d'autres choses. J'apprends à revenir, et je m'entraîne à ça. Donc dans la vie, au quotidien, voilà, on a plein de stimuli et on ne prend pas le temps en fait de mettre de la conscience sur ce que ça nous fait. Donc déjà choisir de mettre cette conscience sur les épisodes qui sont importants, sur les relations qui comptent pour nous et se dire ok, là je vais peut-être prendre 2 minutes et aller regarder qu'est-ce qui s'est passé vraiment, c'était quoi l'observation, les faits on pourrait dire, comment je me sens par rapport à ça et de quoi ça me parle qui est important pour moi. Rien que ça. Et déjà ça va vous donner de l'empathie. C'est comme si quelqu'un vous écoutait. C'est comme si vous étiez un bon ami pour vous-même. Et après, à partir de là, regardez qu'est-ce que je pourrais faire ou qu'est-ce que je pourrais demander. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions par rapport à ça? Oui. Moi, j'ai une réaction. Je me rends compte, ça me touche beaucoup cet exemple. Je me rends compte quelquefois il y a toute cette subjectivité. Et on a envie de bien faire, mais c'est pas toujours facile de faire la part des choses. Donc merci, votre réaction c'est de dire, voilà, c'est un exemple qui vous touche parce que vous mesurez à quel point il y a de la subjectivité et qu'en même temps, en fait, des deux côtés, on a envie de bien faire. Et là, j'en reviens à ce qu'on disait tout au début, je vous ai proposé de vous relier à vos intentions en tant qu'éducateur. Toutes les personnes qui sont dans une posture d'éducation, que ce soit des parents, des éducateurs, des instituteurs, des enseignants, des accompagnateurs, toutes ces personnes-là, en fait, elles ont des intentions dans la relation et les intentions, elles sont positives. Les intentions, elles sont en lien avec nos besoins, elles sont au service de la vie. Donc se rappeler, en fait, que oui, on a tous des intentions au service, mais effectivement, ce qui permet de sortir de la subjectivité, c'est revenir aux faits, essayer de regarder le plus possible. C'est quoi les faits? Au moins les faits sur lesquels on peut, j'ai envie de dire, on peut se mettre d'accord. Des fois, on arrive juste à se mettre d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Et ça peut être un point de départ, d'accord? Mais voilà, au maximum, essayez de voir c'est quoi les faits
qui sont entre nous dans cette situation, qui se passe. Et après, effectivement, il y a cette subjectivité, mais ce qui va nous permettre d'en sortir, c'est d'abord de faire le chemin vers soi. Oui, c'est subjectif. Oui, cette situation, moi en tant qu'instit, eh ben, je suis peut-être épuisée parce que c'est peut-être pas le seul enfant que j'ai comme ça dans ma classe et que je mets beaucoup d'énergie et que j'aimerais tellement en fait trouver un moyen de lui offrir de l'inclusion, de contribuer à son apprentissage et peut-être que ça vient me toucher dans ma confiance en tant qu'éducateur, dans ma confiance en tant qu'enseignante. Peut-être tout simplement je suis fatiguée parce que voilà, depuis la rentrée j'ai essayé de mettre plein de choses en place et j'ai peut-être besoin de ressourcement. Donc il peut se passer plein de choses. Et de l'autre côté, le parent, il est touché, il lui arrive des choses aussi. Donc ça, c'est la subjectivité de chacun. Et on peut rentrer en lien sur la base de nos besoins. En disant, mais ok, on voit qu'il se passe ça avec l'enfant. Moi, voilà à quoi j'aspire. Vous, voilà à quoi vous aspirez. Qu'est-ce qu'on co-construit ensemble, hein? Et se rappeler, en fait, on n'est pas les ennemis les uns des autres. En fait, on est tous en train d'essayer d'avancer du mieux qu'on peut avec cet année truc qu'on adore qui s'appelle la relation humaine, dont on a besoin parce que ça fait partie de nous intrinsèquement, et comment on peut faire pour avancer ensemble. D'accord? Donc vraiment, sortir de l'idée, la subjectivité n'est pas un problème si on peut assumer que, bah oui, ça m'appartient, j'ai besoin peut-être de confiance, que je vais trouver un chemin pour accompagner mon enfant. Peut-être que juste là, en tant que parent, je suis démunie et j'ai besoin de soutien. Juste ça. D'accord? Et je peux la partager avec l'autre. Et si je la partage sur la base des besoins, je la partage sur la base de quelque chose qui nous est commun. Parce que l'éducateur en face, l'instituteur ou l'enseignant, il sait ce que ça veut dire le besoin de soutien. Parce qu'à un moment dans sa vie, il l'a vécu aussi. D'accord? Même si c'est pas lui qui va pouvoir vous apporter le soutien, peut-être que c'est pas... Mais peut-être qu'il va vous orienter vers une autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, revenir à nos besoins en disant, ben voilà, ça m'appartient, et dans le lien avec l'autre, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver qui permette que, voilà, vous arriviez à accompagner mon enfant dans la classe, qu'il puisse rester dans la classe, et qui, moi, me permettent d'accompagner mon enfant, et comment on fait ensemble, en fait, au service des enfants, puis au service de nos besoins à chacun. Est-ce qu'il y a une dernière question? Est-ce que vous avez envie de nous jouer de dernière scénette ou est-ce que c'est bon pour vous? Tu as parlé de Diane, des émotions. Je n'avais pas imaginé ça pour la préparation pour gamin. Bonjour mon chéri. Bonjour mon chéri. Bonjour mon chéri. Oh, maman est colère. Bonjour mon chéri. Bonjour mon chéri. En tout cas, je ne sais pas si ça marche sur l'enfant, mais sur mon visage, j'ai plus de rire. Révise un peu nos besoins aussi. Moi, j'ai besoin de dormir. Moi, j'ai besoin d'être Dieu. Je ne peux pas répondre à ton besoin. Merci. Merci pour cette magnifique conclusion. Donc voilà, n'oublions pas de réviser nos gammes. Ça commence par soi, ça commence par juste aller écouter qu'est-ce qui se passe pour moi, comment je me sens et de quoi j'ai besoin. Se rappeler aussi que les besoins, ils ont d'abord besoin d'être entendus. D'accord? Déjà, rien que le fait de pouvoir nommer, de pouvoir mettre un mot sur ce qui est important pour vous, même si ça ne se passe pas encore, c'est une manière de l'honorer. D'accord? Et surtout, prenez soin de vous, parce que vous faites du mieux que vous pouvez à chaque instant, comme nous tous, êtres humains, on fait du mieux qu'on peut pour rester vivant. On fait tous des actions à chaque instant pour essayer de rester un peu plus en vie. Donc je vous souhaite une longue vie avec voilà, plein de beaux besoins à nourrir et à rencontrer chez vous et avec les enfants dont vous avez la charge. Et je vous remercie beaucoup de votre attention pour cette soirée, de vos questions, de votre participation.
Et je ne sais pas si quelqu'un de la SEJ veut conclure ou si vous voulez donner des informations. Non, il n'y a pas forcément de conclusion, donc voilà. Est-ce qu'on peut nommer qu'il va y avoir qu'il y a eu un enregistrement? Voilà. Donc on a eu la chance d'avoir une personne qui est venue filmer cette soirée. Donc il va y avoir un enregistrement et je pense que le mieux pour avoir les informations, c'est de se mettre en lien avec la SEJ. Avec Atout Jeune, donc voilà, avec Atout Jeune, il n'y a pas un contact là. Bon, si vous tapez Atout Jeune sur Google, vous allez trouver quelque chose. Et il y a un site internet, mais je ne le vois pas. Ah si, www.atout-jeune.fr. Voilà. Et ben, j'en profite aussi pour dire encore un grand merci à Atout Jeune pour l'organisation et à la mairie d'Entrelacs pour nous avoir offert cette salle. Merci beaucoup.